Bonsoir à tous et à toutes. Vous venez de voir le film Queendom par Ania Galdanova. Et donc, comme vous l'avez vu, ce film suit de près Jenna Marvin, artiste polydisciplinaire russe exilée à Paris pour fuir la conscription suite à l'invasion de l'Ukraine. Donc, à travers ce film, on perçoit que tout dans l'identité de Jenna Marvin vient transgresser les règles strictes d'une société sous le joug du Kremlin. Dans ce contexte, le seul fait d'être, d'exister et de paraître semble être, pour Jenna Marvin comme pour tant d'autres, une position politique forte face à l'ordre établi qui oppresse et condamne. Et la question que ça vient forcément susciter quand on connaît le contexte politique actuel est la suivante. Face à la montée du fascisme, dont les eaux troubles débordent déjà malheureusement ici et là, pour les personnes déviant des normes érigées en standard et pour toutes les autres d'ailleurs, comment peut-on réinventer des luttes justes et efficaces? Comment résister face au fascisme? Et pour discuter de cette question et de toutes les questions évidemment qui y sont attenantes, je vais prier de me rejoindre ce soir sur ce plateau Farah Youssef, militante transféministe et travailleuse associative. Bonsoir Farah. Bonsoir, ça fonctionne. Nous avons également à distance avec nous Carlotta Vagnoli, journaliste, écrivaine et militante féministe. Je vous prie aussi d'applaudir Carlotta. Buonasera. Et nous avons enfin à nos côtés Costanza Spina, journaliste et auteurice de Manifeste pour une démocratie déviante. Bonsoir. Et sans plus attendre, pour ouvrir cette discussion qui, à mon avis, va être agitée pour toujours trop peu de temps finalement pour parler de tout ça, je pense qu'il pourrait être intéressant de commencer par un état des lieux. On entend beaucoup le mot fascisme et d'après ce livre, 10 questions sur l'antifascisme, qui est un manuel pédagogique et militant proposé par la Horde, qui est un collectif antifasciste français de la plus haute importance. Il y a 5 piliers idéologiques au fascisme. Le racisme, le sexisme, le nationalisme, le traditionnalisme et l'autoritarisme. Considérant que ce sont les 5 piliers du fascisme, est-ce que vous pensez à cette table, et évidemment Carlotta à distance, qu'on puisse encore parler de montée du fascisme comme on le dit souvent, ou est-ce que le fascisme est finalement actuellement déjà bel et bien installé? Farah, est-ce que tu veux commencer? J'y vais. Alors, je pense qu'il faut quand même parler de montée du fascisme et utiliser les bons qualificatifs dans les bons moments, parce que même si, par exemple, dans un pays comme la France, on est sur une conjoncture politique où il y a une multiplication des lois islamophobes, des lois xénophobes, médiatiquement, on a l'impression que du coup, le seul critère en fait qui permet aux gens de se qualifier intellectuel ou pas, c'est leur degré justement de racisme ou de transphobie. Complètement indépendamment du fait de toute considération de factualité, par exemple, ou d'utilité. Mais après, c'est vrai que la France, ça reste avant tout un pays, par exemple, enfin, pour parler de l'exemple de la France, c'est un gouvernement qui est néolibéral et qui, dans sa démarche néolibérale, va par exemple s'attaquer aux services publics, va s'attaquer à tout ce qui constitue en fait un tissu social et politique pour les gens. Et en fait, pour pouvoir gérer justement cette colère populaire légitime, eh ben, on va justement faire diversion en trouvant des boucs émissaires. Donc actuellement, par exemple, en France, les boucs émissaires favoris, ce sont justement les personnes musulmanes. Et je pense dans la communauté LGBT, les personnes trans sont particulièrement vulnérables justement à cette
transformation en bouc émissaire, mais je pense que ça peut toucher toute personne LGBT qui continue d'être associée justement à une forme de déviance de normes, où il n'y a pas ce truc de bon, ok, d'accord, on est LGBT, mais on est des personnes comme les autres et on aspire aux mêmes choses que tout le monde, vous inquiétez pas, on n'est pas là pour menacer votre société. Donc ça fait une conjoncture pourrie pour l'instant qui peut s'apparenter à du fascisme, mais il ne faut pas se leurrer quant au fait que si le fascisme passe, ou en tout cas, ou plutôt quand le fascisme passera, et ce sera quelque chose d'officiel, en tout cas sur le plan institutionnel, ce sera encore pire pour le coup. Carlotta, tu es italienne, journaliste, activiste donc en Italie. À quel moment est-ce qu'on voit un glissement vers un fascisme officiel ? In Italia non se n'è mai andato. Diciamo che abbiamo avuto un grande problema se in Germania dopo il nazionalismo e quello che è successo durante la seconda guerra mondiale abbiamo avuto una scusa collettiva, abbiamo avuto Norimberga, in Italia non abbiamo mai fatto patti con quello che è stato il governo fascista. In questo preciso momento storico, per una situazione economica, politica e culturale, ci troviamo davanti a un risveglio molto forte di quelle che sono le nostre radici purtroppo fasciste che non se ne sono mai andate. Abbiamo il governo che è un governo di estrema destra che si fonda su 3 cardini: Dio, patria e famiglia, che ricordano molto il vecchio adagio di quello che fu il ventennio fascista in Italia. Al contempo i partiti satellite del governo sono partiti di estrema destra, xenofobi, razzisti, abbiamo dei problemi anche a livello di legge e di tutele delle comunità marginalizzate. Per esempio la comunità LGBTQ+, si è vista togliere piano piano sempre più diritti. Le coppie omogenitoriali sono state disconosciute come coppie e i loro figli e le loro figlie sono state revocati gli atti di nascita. Abbiamo insomma un grande problema anche a livello di dissenso, di manifestazione del dissenso. Le piazze sono diventate dei posti violenti dove stare perché la polizia è diventata molto più aggressiva. L'islamofobia, come appunto veniva detto poco fa, è un problema gigantesco. Le manifestazioni per supporto al popolo palestinese per esempio sono in queste ultime settimane represse con il sangue e il nostro governo tace su tutto, quindi possiamo dire che stiamo avendo una serie di problemi, ma non possiamo dire che in Italia il fascismo sia del tutto mai passato. Lo abbiamo sempre un po' coccolato purtroppo e non abbiamo mai avuto una presa di posizione netta anche a livello comunitario europeo contro alcune derive che poi stanno andando avanti indisturbate nel nostro paese. Merci Carlotta. Costanza, tu connais bien la société italienne et tu connais bien la société française. Pourquoi est-ce que, pour toi, en France, les termes ne sont-ils pas posés dans une société comme la France où évidemment, des dynamiques fascisantes sont à l'œuvre, mais où, y compris dans les médias, on peine à prononcer ce mot finalement? Oui, bonsoir. Donc moi, je suis italien, mais je vis en France depuis 10 ans. Et mon livre, donc, Manifeste pour une démocratie déviante, est écrit d'un point de vue franco-italien. Et évidemment, le mot déviant, c'est une référence à Giorgia Meloni, qui en 2022 disait vouloir se battre contre les déviances de la jeunesse. Donc, c'est un pied de nez à Giorgia Meloni. Donc pour moi, en France, à différence de l'Italie, où pour moi c'est très clair qu'on est dans un gouvernement néofasciste, et je dis pas ça juste parce que c'est du militantisme, mais parce qu'il y a des historiens très illustres qui défendent cette thèse également, et que j'explique du coup dans le livre. Je pense qu'en France, il n'y a jamais eu un gouvernement fasciste qui est passé après la guerre, endogène. Alors que l'Italie a effectivement inventé le fascisme, hein, donc bon, concrètement, et plein d'autres choses. Et du coup, la France, je pense, il y a un peu encore une gêne, comme si en fait il y avait cet imaginaire collectif que mort Mussolini en 1945, l'idéologie mussolinienne s'est écroulée avec lui. Or, c'est complètement irréaliste de penser ça quand on est des journalistes, des analystes.
Pourquoi? Parce qu'en fait, les idéologies ne meurent pas avec leur créateur. Il n'y a aucune raison de penser ça. Le fascisme est une idéologie qui a 100 ans d'existence, qui a beaucoup évolué. Certes, aujourd'hui, on ne peut pas s'attendre à ce que les fascistes débarquent avec une chemise noire, et quoique les CRS français, on y est presque. Mais c'est sûr que l'imaginaire n'est pas le même. Mais quand les journalistes français et françaises s'attendent à ce que le fascisme revienne avec certains codes un peu folkloriques, en fait, c'est très naïf comme vision. Le fascisme existe, il y a des manifestations fascistes en France, le colonialisme en fait partie, et voilà, il est temps de fuir cette espèce de peur collective de nommer le mal absolu qui existe sous différentes formes. Farah, tu disais non sans ironie qu'on était à ça de l'élection de partis fascistes en France. Quelle place dans ce contexte, face à la peur, pour des personnes qui étaient déjà minorisées par leurs identités, qui ne sont pas conformes finalement à ce que la société vend comme fonctionnel? Honnêtement, aucune. Enfin, si les personnes comme moi sont amenées à disparaître, ça va honnêtement être justement, je pense, perçu comme une espèce de victoire, parce que le projet politique fasciste, c'est un projet politique de purification sociale. Or, bon, coucou, salut, à ce qui paraît, je suis la corruption, et du coup, il incombe forcément de faire disparaître cette corruption-là. Après, bon, en des termes très concrets, très matériels. Ouais, quelle place ça va encore plus nous enfoncer dans la clandestinité et dans la marginalité, et ça on s'en on s'en accommode. On arrive à quand même faire des choses à partir de positions sociales pourries, mais c'est sûr qu'il y a aussi énormément de possibilités de mobilisation collective qui sont juste impossibles si on a la tête dans le guidon et qu'on essaye vraiment juste de survivre matériellement, quoi. Et qu'on n'en est même pas à des questionnements, d'épanouissement ou d'accomplissement personnel. Et je m'adresse à tous les trois par cette question. Est-ce que l'on peut considérer, face à ce péril, finalement, pour toute identité minorisée, est-ce que l'on peut considérer que l'homonationalisme ou le fémonationalisme puisse être une tentative finalement de salut et de sauvetage personnel des personnes qui choisissent de l'incarner, une volonté finalement, de faire le dos rond et de se conformer vite, quitte à oppresser les siens, plutôt que de fuir ou pire encore, plus dangereux, de lutter. Dans mon livre, je développe l'idée du confusionnisme, qui est une technique rhétorique typique de l'extrême droite contemporaine, et qui consiste à se réapproprier des idées progressistes pour séduire des nouveaux électorats. Et le fémonationalisme, évidemment, en fait partie. Donc, c'est-à-dire, on va dire, on est féministe et donc il faut lutter contre les migrants, migrantes, parce que c'était eux qui amènent la violence. Donc ça, c'est typiquement une idée confusionniste. Ou alors tout ce qui est l'essentialisme, donc les TERF évidemment, donc qui sont des féministes, donc qui veulent exclure les femmes trans. Ça aussi, c'est une idée pour moi absolument fasciste. Mais pour moi, c'est plus de l'ordre du confusionnisme. C'est vraiment des techniques langagières pour confondre et pour attirer des électorats. Voilà. Carlotta, est-ce que l'homonationalisme et le fémonationalisme, c'est aussi des choses qu'on peut observer? Par exemple, on sait que pour une femme d'extrême droite, ça peut être très intéressant de se saisir du féminisme et de la place prépondérante que ça prend dans les débats pour être élue. On pense à Giorgia Meloni, évidemment. Assolutamente, diciamo che tutta la campagna elettorale di Giorgia Meloni un po' si è rivolta in questo senso, oltre appunto alle già citate TERF, che poi sono passate infatti da parte del governo di maggioranza in questo momento. Giorgia Meloni stessa ha fatto una campagna elettorale che si basava tutta su
il suo ruolo di donna all'interno della società, sul ruolo di prima donna al governo, senza mai citare il soffitto di cristallo, senza appunto mai far comprendere quanta differenza sostanziale ci sia tra una donna di estrema destra e una donna transfemminista. Anzi, è stata molto rassicurante per gli elettori, perché tutte le sue idee razziste, molto forti, transfobiche, discriminatorie, venivano sempre mitigate da quest'idea. Lei aveva creato uno slogan che era: io sono Giorgia, sono mamma, sono cristiana. All'interno di questa campagna elettorale lei ha dunque scelto di usare la carta dell'amabilità, quasi per convincere le persone indecise all'interno del voto, a chi darlo, a un partito piuttosto che all'altro, che lei non fosse poi così malvagia. Quando però è arrivata al potere, il posto dell'amabilità è stato preso da quello del valore, il valore tipicamente maschile. Infatti ha scelto di essere chiamata il Presidente del Consiglio, al maschile. Quindi ha di nuovo incarnato l'uomo, che ancora è l'unico, si pensa, all'interno di una società patriarcale in grado di poter guidare un paese. Diciamo che non è raro da parte del nostro governo e di Giorgia Meloni, ma anche delle donne che sono all'interno dei partiti di maggioranza, molto spesso far leva sulle parole femminismo e sull'idea appunto di far parte dei buoni, quando in realtà vengono strumentalizzate. Sono parole di cui si fa sempre più abuso, possiamo dire, sono parole che sono state traslate anche appunto nel linguaggio dell'estrema destra, e questo fa capire che hanno capito che forse i loro valori erano completamente anacronistici, e per renderli un pochino più contemporanei hanno dovuto iniziare a usare le parole di movimenti come quello transfemminista. Non sta andando molto bene il loro progetto, però. Mais comment on fait en fait quand des personnes qui subissent la même oppression que nous choisissent de se battre avec les oppresseurs? Comment est-ce qu'on peut lutter contre ça? Parce qu'une question qui revient souvent, par exemple, je prends l'exemple des hommes alliés qui vont dire oui mais attendez, moi si demain une femme se dit antiféministe, vu que celle l'a concernée, je peux pas aller lui dire... ou imaginons une personne hétérosexuelle qui se retrouverait face à une personne homosexuelle qui se dit anti-LGBT. Comment est-ce qu'on fait face à ça? Là, je fais des cas d'études concrets. Hein. Oui, c'est des questions super simples que tu poses, vraiment. Je pense pas que, comment dire, si on se retrouve par exemple dans le cadre d'un débat à la télévision qui vise justement à combattre à coups d'argumentaire face à une personne justement qui est un peu dans cette position de token et qui du coup offre son expérience personnelle et sa garantie justement à l'oppresseur. Bon, à ce moment-là, bien sûr, on va combattre l'argumentaire, on va essayer de démonter l'argumentaire. Je suis pas sûr que ce soit une bonne personne de... Oula, pardon, excusez-moi. Je suis pas sûr que ce soit une bonne chose nécessairement de viser à forcément attaquer la personne sur un plan moral ou sur un plan personnel. Enfin, ça peut être super... comment dire, ça peut être super tentant de le faire, et on peut le faire peut-être après coup, tu vois, si on est en face à face. Mais après, décrédibiliser la personne est vraiment aussi... Enfin, je sais pas, dans mon boulot de militante, j'ai pas forcément envie de trop m'aventurer sur le terrain du moral, parce que quand on prend du recul sur les choses, et si j'étais une espèce d'entité purement intellectuelle qui n'avait pas la moindre incarnation matérielle, je pourrais comprendre que par survie ou pour mille et une raisons, des personnes puissent opter pour ce type de stratégie, au bout du compte super égoïste, quoi. Mais c'est pas la question, en vrai. La question, c'est plus est-ce qu'on peut du coup leur donner des alternatives et des raisons justement de changer de bord et peut-être justement revenir vers quelque chose de l'ordre de, je sais pas, soucie-toi de tes intérêts, des intérêts tes semblables, quoi. Costanza, on a des pistes pour rallier ces personnes? Franchement, c'est une question hyper complexe. Je pense que... Enfin, en étudiant un peu du coup le fascisme de très très près et pourquoi les gens votent l'extrême droite, je crois que l'un des éléments clés, c'est la peur. Donc, ce sont beaucoup de gens qui sont vraiment terrorisés par le monde contemporain et qui donc par peur vont se tourner vers des idéologies qui promettent une forme de sécurité, sans se rendre compte qu'en fait, c'est ces mêmes idéologies-là qui produisent la peur. Donc en fait, c'est un cercle vicieux. L'idée, c'est que
Je ne sais pas exactement quelle stratégie adopter, mais je pense que peut-être on va en parler après. Je crois que la joie militante, la joie que la queerness peut dégager et le courage en fait juste qu'on retrouve, même on l'a vu dans le film, c'est quand même des éléments intéressants parce que moi c'est ça en tout cas qui me donne envie de vivre, qui me donne envie d'avoir une vie épanouie. Il faut vraiment se poser la question entre Zemmour et moi, qui est plus heureux dans la vie au final, et je pense franchement c'est moi, et mais j'en suis vraiment sûre à 100%. La punch est incroyable. Mais ce cercle vicieux que tu évoques, ça peut être aussi en fait une méconnaissance justement de tous ces mécanismes. Et face au fascisme, à tout ce que ça englobe en fait en termes d'oppression pour les personnes, notamment minorisées, pour que chacun et chacune puisse comprendre les périls, les mécanismes et les signaux même faibles, parce que il y a des choses parfois que les personnes militantes voient passer en termes d'éléments de langage chez les politiciens, dans les médias, etc. Où nous, de notre côté, on sait ce que ça signifie, mais le grand public ne s'en rend pas forcément compte. On parle de dog whistle, souvent d'appel du pied en fait que fait l'extrême droite en signe de ralliement. Comment est-ce qu'on peut éduquer au fascisme les populations ? Carlotta, je me suis tournée vers toi, mais du coup, tu me vois pas forcément. Mais c'est une question compliquée. Io vedo, io osservo tutto, sono un'entità superiore che sta alle vostre spalle e osserva tutto. E no, scherzi a parte, educare sta diventando comunque sempre più difficile, perché uno dei progetti magari che poteva essere utile in questo senso erano per esempio anche i corsi all'interno delle scuole, perché bisogna imparare a scardinare tutti quelli che sono una serie di stereotipi che portano poi alla paura e alla nascita poi di ideologie completamente sballate rispetto al reale. Bisogna iniziare presto. Sicuramente non c'è uno slancio da parte dei governi nazionalisti di far accedere appunto nuovi corsi all'interno delle scuole pubbliche, quello potrebbe. E Adesso sento la vostra traduzione in francese, scusatemi, ogni tanto mi perdo. E il problema è che appunto per esempio il governo italiano ci ha escluso alcuni corsi salvavita che potevano essere appunto l'consenso, la parità di genere. C'è un grande dibattito per esempio anche sull'educazione sessuale, le persone della comunità LGBTQ+ sono malviste all'interno delle scuole pubbliche per fare dei corsi, quindi quello che resta sicuramente è una militanza esterna. La militanza esterna può diventare utile, ma purtroppo è ancora troppo settoriale, con un controllo che abbiamo in questo momento dei mezzi di comunicazione pressoché totale in Italia. Stiamo sicuramente cercando di riprendere molto di più le piazze, e come però dicevo prima c'è un grande problema di repressione a livello della polizia che non sta gestendo le cose in modo molto sereno. Abbiamo quell'odore che conosciamo bene, che è quello del 2001, che ci ricorda un pochino l'inizio di quelli che furono gli anni che poi portarono al G8 di Genova. Bisogna iniziare a pensare che forse ci rimane davvero la piazza e la cultura, che dovrebbe quanto più restare libera. Non sta andando benissimo per una serie di motivi che magari svilupperemo poi in seguito, ma per adesso ecco, la situazione è complessa e richiede davvero un uso di più fronti e più forze per poter appunto cercare di scardinare tutti questi preconcetti. Mais justement, l'extrême droite, une fois qu'elle est parfaitement installée et surtout les terrains, qu'elle a réussi à phagocyter l'ensemble de la société, est-ce qu'il faut aller débattre avec elle et discuter ? Parce qu'il y a toujours évidemment il y a quelques années encore, on pouvait se dire non, je vais quand même pas aller me salir les mains et puis parler avec eux, c'est les légitimer. Mais une fois qu'ils sont là et bien en place, qu'est-ce qu'on fait ? Je pensais que c'était une question spécifiquement pour Carlotta. C'est ouvert. Mais Mike. Mais faut-il débattre avec l'extrême droite ?
enfin, oui, il faut toujours débattre avec tout un tas de gens, mais c'est vrai que c'est bien quand même d'établir un certain, comment dire, des standards auxquels on va se tenir, parce que pendant l'élection présidentielle, enfin la dernière élection présidentielle en France, j'étais quand même assez surprise de voir justement comment plein de petits médias d'étudiants en sciences politiques, par exemple, des médias d'étudiants en journalisme, justement par un souci de pluralisme politique, allaient justement à la rencontre de candidats d'extrême droite et traiter vraiment leur programme politique comme si c'était n'importe quel type de programme. Donc ce serait bien quand même s'il faut absolument avoir ce type de débat et de discussion, que ce soit établi quand même que, je sais pas, peut-être les éléments mortifères des projets politiques, c'est pas quelque chose dont on débat. Enfin, il y a quand même des vies qui en dépendent, et c'est peut-être pas les vies qui ont justement un potentiel de représentativité, c'est pas les vies qui s'incarnent à travers la citoyenneté, c'est les vies justement qui, je sais pas, passent entre les mailles du filet, honnêtement. Et c'est pour ça que, ouais, je pense qu'il faut quand même avoir un minimum de standards, quoi. Costanza, comment on va argumenter face à l'extrême droite sans la normaliser, pire, la légitimer? Alors, moi j'ai fait le choix, en tout cas, enfin comme beaucoup de personnes ici, je crois, j'ai écrit ce livre parce que j'en ai eu vraiment marre de ce genre de phénomène où on traite l'extrême droite comme si c'était n'importe quel parti politique. Donc j'ai plongé dans l'histoire du fascisme et je me suis vraiment demandé mais pourquoi on n'ose pas appeler le fascisme fascisme? Et en fait c'est ce que explique l'intellectuel afroféministe Audre Lorde. Pour combattre quelque chose, il faut le nommer. Et donc pour moi, voilà, le premier outil est en fait la rhétorique et pouvoir dire, moi je veux bien débattre avec Marine Le Pen, Giorgia Meloni, etc. Mais en pouvant leur dire, voilà, Giorgia Meloni, vous êtes issu d'un parti qui est néofasciste. Mais ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est l'histoire de son parti. Voilà, si ces conditions-là sont posées, pourquoi pas? Mais comme dit Farah, est-ce que c'est utile d'aller... est-ce que ça ne normalise pas les choses, d'aller débattre avec des gens qui souhaitent notre disparition? Et c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Je pense qu'il y a peut-être des alliés qui peuvent aller parler, mais avec franchise, avec ces personnes-là, sans embourgeoiser le débat, donc en disant les termes. Mais moi, personnellement, je ressentirais une grande charge mentale. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que, par exemple, j'ai pris des extraits de discours que j'ai entendus pendant un an en écrivant le livre, même des discours de personnalités, pas forcément d'extrême droite. À un moment donné, je fais référence à Elisabeth Badinter, qui a dit des atrocités sur France Inter, et je lui ai répondu dans le livre, point par point. Et c'est quand même une forme de débat, mais où en fait, je ne m'expose pas à une charge mentale directe. Voilà. Justement, tu m'as fait penser à un truc, mais en fait, oui, le fascisme, c'est pas une posture intellectuelle digne d'un débat rationnel. Donc, on peut peut-être avoir un débat, justement, vu qu'on parle uniquement d'irrationnel, vu qu'on parle de passion, vu qu'on parle de projet politique, esthétique qu'on a envie d'imposer à tout le monde, que ce soit véritablement faisable, souhaitable ou pas. Vu qu'on est sur ce domaine d'irrationnel, partons sur un terrain d'irrationnel, mais c'est traiter ça vraiment comme si c'était par exemple le socialisme ou le libéralisme, des cultures politiques quand même qui, je sais pas, comme tu dis, hein, n'essayent pas de provoquer notre disparition, quoi. Donc voilà, quoi. C'est surtout cette tension rationnelle-irrationnelle sur laquelle je voulais revenir. J'ai une mini chose à dire. Tu me fais penser justement que pour moi, en fait, c'est un peu la thèse avec laquelle je conclus ma première partie du livre. C'est vraiment que pour moi, le fascisme est une paranoïa collective. Ce n'est pas une thèse intellectuelle. Pour moi, l'extrême droite n'est pas un programme politique. Pour moi, c'est vraiment un raisonnement filtré par des biais cognitifs, de confirmation, de mégalomanie. Enfin, il y a plusieurs biais cognitifs qui mènent à une forme d'adhésion à une idéologie qui est en fait un culte, c'est une croyance, le fascisme. D'ailleurs, Salvini, qui est un autre gars d'extrême droite très connu en Italie, en 2022, son slogan, c'était « Je crois ». Enfin, le slogan de son parti, c'était « Je crois ». C'est-à-dire que c'est une foi, le fascisme. Et donc, est-ce qu'on peut aller débattre avec des gens qui sont en pleine paranoïa, qui ont vraiment des mécanismes de raisonnement typiques de
du raisonnement par biais cognitif, de confirmation, etc., etc. Carlotta, sur quel terrain est-ce que tu fais le choix, toi, de t'exprimer face à ces personnes? Io sono di un'idea abbastanza radicale in questo. Trovo che con alcuni personaggi di questo governo o comunque con persone di alcuni partiti satellite di questo governo che vanno da Forza Nuova a quelle organizzazioni tipo Casa Pound ci possa essere ben poco di cui dialogare, perché si entra nel territorio dell'odio e semplicemente appunto di una propaganda che ormai non ha attinenza con il reale. Siamo appunto quasi nel mondo di fantasia, purtroppo, come veniva detto prima. Mi sembra però paradossale al contempo che anche noi giornalisti e giornalisti non abbiamo spesso modo di poter fare delle domande, per esempio a Salvini o a Giorgia Meloni. Mi viene in mente la conferenza stampa del 5 di gennaio, inizio anno, di Giorgia Meloni davanti ai giornalisti, come ogni anno avviene per l'inizio dell'anno nuovo. Giorgia Meloni o chi al suo posto prende un po' di tempo per parlare con i giornalisti facendo il bilancio dell'anno precedente. Non vi è stata nessuna domanda scomoda, nonostante noi abbiamo avuto delle catastrofi a livello politico e sociale e culturale l'anno precedente ed economico, eppure nessuna domanda scomoda è stata posta all'interno della più grande rassegna di giornalisti all'interno di Palazzo Chigi. Questo fa già capire quanto non siamo già in grado anche culturalmente di affrontare il fascismo, figuriamoci a livello politico. Io penso che la risposta debba essere collettiva, come dicevo prima, e di piazza e di masse. Al contempo bisognerebbe cercare di trovare dei nuovi spazi, formare dei nuovi spazi che siano davvero inclusivi, ma soprattutto una libera stampa, cosa che al momento io sto un po' soffrendo perché penso che non ci sia più così tanto. Merci beaucoup. Ce débat de discussion face au fascisme, on l'a vu, ça a beaucoup agité la toile, notamment en France ces derniers temps. Il y a des mécanismes quand même parfois qui mobilisent les luttes et notamment parfois parfois quelque chose qui est de façon un peu péjorative, appelée police militante. Et je trouvais peut-être important de revenir à ce sujet sur la notion de pureté militante. Parce que j'imagine que dans cette salle, il y a beaucoup de personnes qui militent, ou en tout cas se sentent engagées d'une façon ou d'une autre. Et c'est quelque chose parfois qui peut être délétère. Donc j'ai repris ce livre qui s'appelle « Joie militante ». Construire des luttes en prise avec leur monde, de Carla Bergman et Nick Montgomery, traduit par Juliette Rousseau. Et nous sommes dans le chapitre 4, Ambiances étouffantes, burn-out et performance politique. Et ça décrit assez bien cette notion de pureté militante sur laquelle j'aimerais qu'on revienne. Voici les termes. Quelque chose circule dans de nombreux espaces, mouvements et milieux radicaux, en sapant leur puissance de l'intérieur. C'est le plaisir de se sentir plus radical que les autres et l'inquiétude de ne pas l'être assez. Le triste confort de pouvoir ranger les événements qui surgissent dans des catégories toutes faites. L'appréhension vigilante des erreurs chez soi et chez les autres. Les postures anxieuses sur les réseaux sociaux avec leurs hauts, nombreux likes, et leurs bas, se sentir ignorés. La suspicion et le ressentiment en la présence de quelque chose de nouveau. Et la façon dont la curiosité est ressentie comme naïve et la condescendance comme appropriée. Il peut être difficile de discuter de tout cela publiquement. On peut facilement être taxé de SOSDEM, d'oppressive ou de réactionnaire. Pour cette raison, beaucoup de conversations à ce sujet n'ont lieu qu'entre personnes qui se connaissent et se font suffisamment confiance pour savoir qu'ils ou elles ne seront pas vus comme suspectes ou immédiatement critiqués. Là, il n'y a plus d'espace pour se questionner et s'écouter. Laisser la place aux subtilités, aux nuances et à l'empathie qui sont le plus souvent absentes quand le radicalisme rigide prend le dessus. Cette notion qui est décrite dans ce livre comme radicalisme rigide, est-ce que c'est quelque chose qui fait écho à des pratiques, à des expériences? Bon, c'est écrit, de toute façon, que c'est un sujet un peu tabou, donc...
La question du radicalisme rigide, alors j'ai déjà rencontré des personnes qui étaient dans des situations de radicalisme rigide, j'ai moi-même été dans des situations de radicalisme rigide. C'est pas quelque chose qui a fondamentalement endigué, en tout cas mon travail de militante, que ce soit au sein des associations ou que ce soit un militantisme plus de production d'idées, de production de savoir ou d'analyse. Mais c'est sûr que, comment dire, La question, c'est vraiment à quel moment est-ce que ça peut décourager aussi les personnes de s'engager? je pense que dans certains milieux militants, il y a une forme de décorum, une forme de savoir-être militant. Et c'est vrai que quand on arrive dans les milieux militants, on peut facilement être mis à défaut parce qu'on n'a pas nécessairement les codes. Et du coup, c'est vrai que parfois, on peut se retrouver peut-être à passer plus de temps à essayer de reproduire ces codes plutôt que essayer de les comprendre et pourquoi pas les réinventer. Mais du coup, je pense que si on a envie de solutionner ça, je sais pas, peut-être que c'est un parallèle douteux, peut-être que j'adore placer les choses dans des continuums douteux, donc vous me dites que si c'est une mauvaise chose ou pas, mais j'ai l'impression que ça a trait à des problèmes d'altérité au sens large, dans le sens où les LGBTQIA+, on se retrouve justement, enfin, les LGBTI et les queers, moi je préfère dire LGBTI et queer, on se retrouve justement dans le monde extérieur, dans le monde dominant, à jouer avec certaines règles, certaines normes qui ont trait à la respectabilité, et ensuite on en recrée dans nos propres espaces, et je sais pas, enfin... En vrai, le travail de critique, le travail de réinvention derrière, enfin, il me paraît relativement pas aisé à accomplir, mais c'est possible. Enfin, moi, au bout du compte, je me soucie toujours plus du rapport qu'on peut entretenir justement avec nos dominants et leur potentiel de violence vis-à-vis de nous, plutôt que ce qui peut se passer en intracommunautaire, même si en intracommunautaire, j'ai pas non plus envie de minimiser le type de dégâts que ça peut avoir, parce que malheureusement, notre seule façon de solutionner des situations où on détecte des problèmes, c'est généralement par l'exclusion de la personne qui pose problème. C'est une espèce de forme de distanciation, et c'est vrai que de ce côté-là, pour le coup, on a du mal à... Je trouve qu'on délaisse les possibilités de justice transformatrice, quoi. Et est-ce que ça ne pourrait pas tenir aussi face à des ennemis politiques extrêmement dangereux qui ont le pouvoir et qui sont au final complètement inatteignables, à une envie finalement de pouvoir quand même demander des comptes à des personnes qui sont plus atteignables et qui nous semblent, de façon minime, représenter les oppressions que nous vivons? Costanza, je te vois hocher la tête. Oui. Pour moi, Farah a dit le mot justice transformatrice et c'est un mot important. Dans mon livre, je consacre beaucoup de place à la question des justices alternatives, parce que pour moi, on ne vaincra jamais l'extrême droite si on ne se pose pas la question de qu'est-ce que la justice pour nous et de qu'est-ce que la justice pour eux. Parce qu'en fait, nous pensons tous les deux être dans le juste. Donc voilà, pour moi, c'était important de se poser cette question. Et donc, je me suis confrontée à cette question de la pureté militante. Et j'ai écrit un essai, mais que j'ai décidé de ne pas sortir pour l'instant, parce que je suis un peu en colère et que j'ai pas envie de déverser ça. Mais en fait, ce qui m'a mis en colère, c'est que, comme tu disais, j'ai remarqué que des fois, ces dynamiques de pureté militante étaient en fait des actions visant à s'y prendre à des personnes plus facilement atteignables que des vrais ennemis, que la pureté militante est quand même un mécanisme extrêmement classiste, extrêmement normatif, qui est souvent, du moins, performé par des personnes qui peuvent se le permettre. Et même si je peux comprendre, et moi aussi j'étais dans des postures radicales et pas du tout conciliantes, et ça je peux complètement le comprendre, hein. Il faut être radicaux et radical. Mais il y a un truc, moi, dans la pureté militante, dans ce truc de regarder l'autre, de se checker entre nous, qui me paraît un peu similaire à ce que je pouvais vivre, par exemple, à l'église, quand j'étais gamin, où en fait, on te faisait culpabiliser en permanence pour qui tu étais, qui tu es. Et moi, en fait, j'ai juste envie d'être bien dans les communautés dans lesquelles je traîne. J'ai pas envie que, même dans les communautés queer, on me fasse sentir mal.
Et le dernier point, c'est que, évidemment, on est entre gens, je pense, qui savent faire des nuances, mais on peut imaginer quand même que dans les communautés queer, il y a aussi des violences qui se passent. Et en fait, moi, ce qui m'a un peu choquée, c'est à quel point souvent la pureté militante va de pair avec une forme d'incohérence par rapport aux violences qui peuvent se passer dans une communauté. Et je pense que, comme je le dis dans le chapitre au sujet du célébritisme, des mécanismes un peu néolibéraux qui traversent nos luttes, si on veut vraiment s'attaquer au fascisme, il faut vaincre nos propres tentatives d'être dominants et dominantes. Et on le fait aussi en essayant de pratiquer plutôt une tendresse radicale qu'une pureté radicale. Le mot pureté, déjà, de base, il est un peu bizarre. On vient toucher un peu aux thématiques de lassitude aussi et de fatigue qu'il peut y avoir. Carlotta, tu es une personne qui est très exposée parmi les premières lignes du coup face au gouvernement. Est-ce qu'il faut combattre à chaque seconde? À quel moment est-ce qu'il faut est-ce qu'on peut s'autoriser à se mettre en retrait face à un combat qui est si urgent et vital aussi pour beaucoup de personnes finalement? Sicuramente anche in Italia, così un po' come in tutto l'Occidente, funziona che quando una femminista esce dal gruppo, esce dal soffitto di cristallo, io sono una donna bianca, abile, cisgender, etero, quindi insomma sono al vertice, e quindi inizia a essere invitata in panel politici, tavole rotonde, da cui io mi sono sottratta tranne che in 2 casi, perché è un ambiente piuttosto violento a cui poi vieni esposta continuamente. L'esposizione è abbastanza difficoltosa. L'altro giorno, per esempio, faccio questo esempio concreto, facevo una presentazione con un'altra attivista a Firenze, avevamo 7 volanti della polizia fuori e ci ha seguite la Digos, che appunto voleva capire quali sarebbero stati i nostri movimenti dopo, che volevamo fare un raduno spontaneo per fare delle domande a una presentazione che era antistorica e sionista nella stessa nostra città. Quindi diciamo che forse quell'esposizione lì con un occhio sempre addosso può diventare deleteria non solo per la persona che lo fa, ma più che altro per il movimento, perché ovviamente verrà impugnata di essere una persona di un movimento problematico o censorio o qualsiasi altra cavolata poi ovviamente la polica e i giornali diranno. Io credo che ci sia da una parte da considerare sicuramente l'idea che quando andiamo in prima linea, spesso soprattutto nelle situazioni di politica, di giornalismo, di programmi TV, siamo dei token. A loro non interessa molto la nostra voce, a loro serve qualcuno contro cui puntare il dito. Dobbiamo anche pensare all'esposizione mediatica che ne esce dopo, che è sempre distruttiva. Quindi assolutamente in questo credo che la salute mentale sia un tema fondamentale, il riposo sia un tema fondamentale, ma soprattutto la collettività, la comunità, il senso di comunità. Spesso quando siamo in queste situazioni ci troviamo molto sole e soli, perché tanto appunto si pensa che avere un po' di voce possa sicuramente permetterti di reggere quel carico emotivo indietro, e spesso non è così. Ma io credo che appunto iniziando a fare un discorso più comunitario anche all'interno del movimento transfemminista, in questo si potrebbe iniziare a avere un po' più spazio, ma soprattutto più spalle coperte, e in modo da fornire anche ciclicamente il riposo a alcune e dare voce alle altre, perché ci saranno sicuramente persone che di base non verranno mai incluse in alcuni programmi, quindi o in alcuni partiti o in alcuni dialoghi pubblici. Quindi insomma avere anche un ricambio tra di noi e non usare sempre le solite 10 facce potrebbe essere un grande segno di inclusività, questo è sicuro. Il s'agirait de sortir de la performance politique pure finalement face à la nécessité de faire vraiment communauté et de s'aider. Farah, comment est-ce qu'on peut valoriser
le Caire dans une bataille menée par, qui est finalement menée en fait dans toutes ces luttes qui sont menées par des personnes déjà abîmées de par leur parcours, de par leurs identités, de par leur quotidien, de par la précarité aussi parfois que cela entraîne. Comment est-ce qu'on peut valoriser le Caire face à l'urgence politique qui semble toujours nous presser? Pour valoriser le Caire, je pense qu'il faut d'abord lui donner les conditions d'exister, de pouvoir s'exercer. Donc ça nécessite, je sais pas, dans l'idéal d'avoir des systèmes de ressources mutualisées, des espaces aussi qu'on a la possibilité d'investir. On en revient un peu à des considérations comme ça. Moi, vous allez me poser une question, je vais forcément revenir à la question des structures et des contre-structures parce que je sais pas, c'est là qu'on a l'opportunité justement de créer des choses et de les faire durer. Je pense notamment au fait que dans le militantisme transféministe, par exemple, auquel je suis familiarisé, il y a vraiment cette nécessité de se substituer au service public et que en fait, non seulement tu vas accomplir les tâches du service public, mais oui, en effet, tu vas aussi participer d'une certaine façon autant que possible à la guérison des gens, quoi, sans non plus la prendre en charge entièrement. Mais en vrai, je n'aurais pas nécessairement plus de pistes de réponse que ça, parce que c'est aussi des questions que je me pose, quoi. Mais le Caire est nécessaire à une lutte pérenne. C'est ça. Du coup, il faut expérimenter. Il y aura probablement des échecs sur la route. Mais je sais pas. Tout ce que je sais, en tout cas, c'est que dans les structures militantes et du coup vraiment dans les structures associatives, le Caire c'est quelque chose qui est clairement pas valorisé et qu'on va justement reléguer un peu dans un second plan, dans un temps un peu invisible pour lequel apparemment il y aurait des tonnes et des tonnes de temps qui se débloqueraient alors que non en fait. Enfin. Et je sais pas, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui militent justement pour essayer de prendre soin autrement et qui finissent justement par se départir un peu de cette voie parce que juste on n'a pas la place de faire ça, quoi. Costenza, dans ton livre Manifeste pour une démocratie déviante, tu poses des constats qui, bon, évidemment, peuvent être glaçants, notamment donc, sur la question du fascisme, mais ça donne de l'espoir aussi. Il y a beaucoup d'espoir et ça parle très explicitement du fait d'injecter de l'amour au sein des luttes, au sein des communautés qui luttent. Tu évoques la tendresse radicale. Est-ce que c'est un concept dont tu pourrais nous parler ? Oui, alors la deuxième partie du livre, elle est vraiment consacrée à ce que j'avais appelé la révolution romantique, queer et intersectionnelle. Mais malheureusement, c'est un mot qui a été un peu volé, je l'explique dans le livre de toute façon, par certaines féministes cis-het qui en ont fait un concept hétéro-patriarcal de réinvention de l'amour hétéro. Mais à la base, cette idée de révolution romantique, c'était vraiment utiliser et comprendre les plusieurs manières de s'aimer queer pour les amener dans nos différents domaines du quotidien. Par exemple, qu'est-ce que ça serait une justice queer, une justice amoureuse, ça serait peut-être une justice anticarcérale, par exemple. Et donc, l'idée de tendresse radicale, que j'ai appris, j'en parle vite fait dans le livre, mais là, j'ai un peu plus appris des choses. En fait, c'est une façon de traiter nos corps, parce qu'on oublie souvent que les luttes, quand même, c'est des corps, de traiter nos corps avec soin et de construire des espaces, des sexualités, des affectivités, des intimités un peu alternatives, qui permettraient en fait à la fois de pratiquer donc de la tendresse, d'apporter à nos corps du soin, et à la fois de rester dans une radicalité politique, mais qui soit vécue du coup dans un climat de soin. Il y a réellement des thérapeutes et des personnes qui se forment à des pratiques de toucher thérapeutique, très liées aux expériences somatiques et à des outils de gestion du trauma et de guérison du trauma. Et c'est très intéressant à aller voir. Voilà, il y a quand même aussi des spiritualités à injecter là-dedans, parce que c'est des pratiques qui viennent de plusieurs courants spirituels et religieux autour du monde. Donc,
il faut quand même aussi aborder ces questions en s'intéressant un peu aux cultures qui les ont produites. Et ça, c'est très important. Mais le tout dernier chapitre de ton livre s'appelle Les cœurs queer sont l'incarnation du divin. Pourquoi cette phrase ? Parce que je pense que c'est bien que les queers puissent... en fait, je pense que c'était fort, pour moi, de montrer que même dans la religion, les queers peuvent se réapproprier un espace, qu'on peut enlever même ça aux fascistes, et que même là-dedans, même de ces espaces d'où on nous a éjectés, on peut dire non, la religion, plutôt la spiritualité, le mysticisme peuvent être queer. Et en fait, ce que je veux dire très spécifiquement par cette phrase, donc moi je viens d'une culture catholique, après je suis sicilien, donc j'ai de là d'où je viens, il y a des pratiques spirituelles qui ne sont pas uniquement catholiques. Enfin, c'est un catholicisme un peu mélangé avec d'autres pratiques de la Méditerranée. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que moi, quand j'étais gamin, on m'a appris que Dieu, c'est la Trinité, et que le dogme chrétien de la Trinité nous dit que voilà, c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Bon, évidemment, il n'y a aucune personne femme là-dedans. Mais en tout cas, voilà, Dieu, c'est 3 personnes. Et en fait, les prêtres nous disaient à chaque fois, voilà, mais personne ne peut comprendre ça. Il n'y a que Dieu qui peut savoir ce que c'est d'être plusieurs personnes en une. Et en fait, c'est pas vrai. Quand on pense à l'expérience non-binaire, quand on pense à l'expérience trans, en fait, nous, les queers, on comprend parfaitement ce que ça veut dire, en fait, d'être plein de choses, d'être fluide, d'être en transition, voilà. Et en fait, je me suis dit, mais c'est juste parce que les prêtres, c'est des hommes cis hétéros, mais nous, les queers, on comprend parfaitement la forme de Dieu. Et donc, mais c'est un peu un pied de nez, mais en vrai, je le pense vraiment. Et donc, je pense que le cœur queer est pour moi ce qui ressemble le plus à l'incarnation du divin. Après, il y a une féministe italienne que Carolina connaît sûrement, Carlotta, pardon, qui est Michela Murgia, qui a beaucoup parlé de la religion et de la queerness. Donc, elle a écrit un livre qui s'appelle God Save the Queer, où elle développe beaucoup cette question-là. Et donc, je trouvais intéressant d'en parler. Merci. Cette question du coup de la religion. Cette question de la religion et de la spiritualité que tu viens beaucoup développer justement à la fin de ce bouquin. C'est une nouvelle façon de faire communauté aussi en fait et de rassembler autrement peut-être que parfois que dans la lutte directe avec l'affrontement ou même d'autres lieux de communauté comme les lieux de fête, etc. C'est une façon aussi profonde de connecter les personnes. Oui, par exemple, à Marseille, nous, on a créé un groupe de prière queer qui a été initié par une personne trans qui s'appelle Jonas. Et dans ce groupe de prière, donc c'est un groupe multiconfessionnel. Et par exemple, la dernière fois, on a fait une séance où donc là, on est dans une période où on est dans le carême. Et demain commence le ramadan. Et donc, on a fait, par exemple, une session de prière qui mélangeait des pratiques liées au carême et liées au ramadan. Et c'était magnifique, c'était un moment de réflexion, de soins communautaires, où après, tout le monde a dit un peu ses intentions, de quoi on avait besoin, comment on pouvait se soutenir. Voilà, c'est une façon, en fait, de faire communauté autrement. Carlotta, face à la répression actuellement qu'il peut y avoir en Italie, est-ce qu'on voit également des nouvelles formes de lutte, des nouvelles façons de faire communauté émerger ? Allora, volevo intanto rispondere a bellissimo intervento dicendo che di Costanza adesso, perché è verissimo che specialmente il femminismo cis sta facendo un uso e un abuso in Italia del termine queer, ormai declinato per qualsiasi tipo di appropriazione, dalla famiglia, da alcune cose che sono state completamente usurpate, e questa cosa spero diventi sempre più un dibattito in queste ultime settimane. Per fortuna se ne parla
molto, c'è un'attivista romana, Isabella Borrelli, che sta appunto portando avanti questo bellissimo discorso insieme a Claudia Fauzia dalla Sicilia, un'attivista del Sud Italia, si chiama La Malafimmina, che in italiano è un modo dispregiativo per chiamare le donne del Sud, e finalmente si sta iniziando a parlare anche di questo, perché purtroppo c'è stato veramente un uso e abuso del termine queer, ormai usato per quasi tendenza, e quando una cosa diventa tendenza perde il suo significato originale puro e soprattutto rispetto. Per quanto riguarda le nuove forme, appunto, iniziamo a parlare di femminismo meridionalista, sull'antimeridionalismo, quindi si inizia a parlare di territorialità, si iniziano a rispettare i vari territori dell'Italia, che hanno diverse risorse, diverse accessibilità e sicuramente anche diversi modi di poter intendere la vita all'interno della comunità stessa. Stiamo iniziando a lavorare, secondo me, su un discorso territoriale e collettivo più che appunto dispersivo e di gruppo. Si inizia a parlare molto anche, finalmente in Italia siamo arrivate molto tardi, del discorso della lotta all'abilismo, per esempio cercando di includere sempre più anche nelle manifestazioni di piazza, trovare nuove forme per persone con neurodivergenza o con disabilità, il modo di partecipare a riunioni, assemblee, manifestazioni. Sicuramente in questo momento è molto forte il fronte appunto di militanza per le persone palestinesi, che è sicuramente anche uno dei più bistrattati dalla cultura, la stampa, la politica, che non stanno assolutamente considerando la dignità delle persone palestinesi e stanno completamente ignorando l'esistenza. Anche nel femminismo c'è stato un po' uno scisma in Italia su questo argomento. Penso che si stia iniziando sempre di più a vedere molto in là rispetto al nostro naso. Siamo con la quarta ondata di femminismo, siamo arrivate un po' tardi e siamo state molto white feminist, molto la fiera del privilegio. Per fortuna stiamo iniziando a decostruire e anche a decostruirci tra di noi. Io senza alcune call out, per esempio, senza alcune frequentazioni all'interno di assemblee collettivi magari distanti, senza alcune letture, non sarei in costante formazione, in costante dubbio, che penso che sia la cosa migliore che il transfemminismo possa insegnare. Ecco, vedo la ricchezza delle voci che si stanno muovendo all'interno del panorama italiano, anche delle piccole associazioni, dei collettivi, e sono molto felice di questo. Penso che si possa iniziare davvero a fare un lavoro finalmente un po' più decostruito. Et on le voit, c'est une évolution presque structurelle dans un mouvement qui n'a pas de hiérarchie, qui n'a pas vraiment de cadre, etc. Où tout le monde, et heureusement, peut parler au nom du mouvement, mais où parfois des mécanismes de régulation peinent à émerger, et on parle des évolutions nécessaires. Et au niveau des formes de lutte, Farah, tu me parlais de l'idée de dépasser, c'était très beau donc je l'ai noté, de dépasser la morosité pour sortir de l'abattement. Costanza nous parlait de l'amour des communautés qui luttent ensemble. J'aurais aimé discuter avec toi de... Alors on l'a vu évidemment, il y a la lutte par l'art, qui est celle qui était développée par le film que vous avez pu voir il y a 1 heure. Est-ce qu'on peut aussi imaginer un militantisme par la joie, un militantisme par l'humour, même si évidemment ça ne peut pas être que ça? Complètement. Quand j'étais encore dans l'organisation de la Pride des banlieues, il y avait... en tout cas, je me rappelle que je me sentais beaucoup plus à l'aise à l'idée d'être enthousiaste justement dans mon travail, d'essayer de nourrir justement aussi l'enthousiasme de mes semblables, de mes camarades. Et je sais pas, c'est un peu cliché à dire, mais ça faisait un peu des trucs de type, du coup on en avait un peu rien à foutre de la destination et on profitait du voyage. Donc, et au-delà de ça, je sais pas, c'est quelque chose en tout cas que personnellement j'ai un peu perdu, mais ça fait aussi un petit moment que je suis plus officiellement dans une structure de lutte collective et j'ai un peu l'impression d'être un poisson hors de l'eau. Clairement, je sais pas,
je ne sais pas si universellement, dans toutes les structures de lutte, je prescrirais nécessairement une attitude joueuse, mais cette jouabilité, c'est ce qui permet aussi de nourrir aussi un peu d'insolence, et je pense que ça permet au bout du compte aussi de nourrir des critiques qui sont un peu plus efficaces, un peu plus durables, un peu plus difficiles à abattre. Enfin, ouais, clairement, au bout du compte, je pense que ça permet d'atteindre un petit peu plus de solidité. Puis c'est un peu comme ce que tu disais aussi tout à l'heure. Enfin, depuis tout à l'heure, je ne parle pas dans le micro. Mais j'ai la voix qui porte. Mais oui, comme tu disais, on a aussi les queers des expériences de vie qui, en fait, on est hyper habitué à surnégocier, on est hyper habitué à se suradapter. Donc, c'est pas comme si adopter des postures joueuses dans le militantisme, ce serait révolutionnaire ou même tout simplement nouveau pour nous. Enfin, c'est déjà quelque chose qu'on fait, c'est juste qu'on le transpose dans un contexte qu'on imagine souvent un peu morose parce qu'on parle de choses politiques, mais en fait, la politique, c'est genre s'organiser pour faire des choses ensemble dans un espace autour de buts communs. Donc en fait, pourquoi il n'y aurait pas de jouabilité ? Costanza, cette joie, on la retrouve par le fait de faire communauté de façon plus soudée, comme tu l'as exposé, grâce à l'amour et grâce au cœur. Oui. Je me permets juste une mini parenthèse parce que j'en profite vraiment d'avoir ce micro et d'avoir une autre italienne dans la salle, juste pour revenir sur ce qu'elle disait sur la question méridionale en Italie. Et je veux vraiment, même je sais qu'en France et en Suisse peut-être on n'en parle pas beaucoup, mais pour moi l'Italie ne sera jamais une démocratie fonctionnelle tant qu'elle n'aura pas résolu la question méridionale, tant qu'on n'aura pas reconnu la violation et la destruction qu'a été la conquête du sud de l'Italie au siècle dernier, la discrimination et les horreurs qu'on a vécues en tant que Sicilien, Napolitain, Calabrais. Encore aujourd'hui, encore il y a 2 ans, mon père a été tabassé parce qu'il est un terrone. Et moi, toute mon enfance, mon accent, il m'a vraiment coûté. Et voilà, ça me délivre d'un poids de pouvoir en parler. Et j'espère un jour pouvoir, en tout cas, aborder la question en Italie aussi. Donc merci d'avoir amené la question méridionale ici. Et je pense que c'est toujours une façon de comment on raconte l'histoire et l'histoire d'Italie, elle est vraiment pas racontée comme il faut. Mais en tout cas, pour répondre à ta question, bien sûr que faire communauté, ça donne de la joie. Moi, cette année, j'ai eu des énormes problèmes de santé. Et la communauté queer marseillaise a été incroyable. Et je pense que franchement, si je suis encore de ce monde, c'est parce que toutes ces personnes sont venues me voir à l'hôpital. Puis c'était super drôle parce qu'il y avait clairement un décalage culturel énorme entre l'hôpital et tous ces gens queer qui ont soudainement envahi cet espace. Mais c'était trop drôle et trop beau. Et en fait, cette énergie d'amour, on la ressent. Enfin, l'amour, c'est vraiment une force. C'est une énergie. Et moi, je suis super optimiste par rapport à ça. Et juste... ma famille italienne, du coup, a déménagé à Marseille pour être à côté de moi. Et donc, il y avait ce mélange vraiment de potes queer et de ma famille qui, pendant que j'étais en réanimation, était là. Et je sais pas, je les sentais. Il y avait des moments où j'étais un peu dans le coma. Et en vrai, je rigole pas du tout. Mais quand j'étais dans cette espèce d'espace, je ressentais vraiment cet amour communautaire à un niveau très profond et je suis presque sûre d'avoir vu des personnes, des sortes d'anges qui étaient clairement des personnes queer. Et donc vraiment c'était une expérience mystique hyper profonde de la communauté pour moi cette année. Du coup j'y crois beaucoup et je suis très optimiste sur notre avenir. Merci beaucoup pour ce mot de la fin. Sur cette très belle parole, on va vous laisser, si vous le souhaitez, poser des questions. Je ne sais pas s'il y en a. La première est toujours compliquée, mais ça va venir.
qui voulais plus rebondir sur le lien entre la religion et le fait d'être queer et aussi cette notion de symbole. J'ai appris récemment que, je me suis rendu compte plutôt que Jeanne d'Arc, en fait, il y a plusieurs années en arrière, c'était vraiment vu en France comme une gaucho, la gaucho qu'elle est, cheveux courts, tenue d'homme, etc. Et donc, je vais vous demander du coup votre avis sur en fait cette façon qu'elle a l'extrême droite et la droite de se réapproprier du coup des codes de gauche et des notions du coup populaires comme le féminisme, autres, etc. Et donc, je voulais savoir si vous aviez un certain plan d'attaque, en quelque sorte, et peut-être, parce que je pense que ce serait beaucoup plus dur, en fait, pour la gauche de se réapproprier des symboles de droite, alors que l'inverse, c'est beaucoup plus facile. Donc, voilà, je veux juste vous demander votre avis. Et du coup, voilà, je trouve ça dommage que maintenant, Jeanne d'Arc, ce soit Jean-Marie Le Pen. Il me semble qu'il y a un historien du coup français qui a travaillé spécifiquement sur Jeanne d'Arc et qui l'a replacée justement même dans un continuum transmasculin au bout du compte. Tu voulais parler de ça aussi? Je t'ai grillé la politesse. Hein. Et du coup, mais oui, cet historien, c'est Clovis Maillet. Et je pense que c'est super important justement d'oser justement se réapproprier les figures sacro-saintes qui sont chères justement à la droite et aux sphères conservatrices à tendance fascisante et aux fascistes. Le truc c'est que quand on le fait, au bout du compte, on finit par découvrir des choses auxquelles on s'attendait pas, enfin auxquelles on aurait pu ne pas nécessairement s'attendre, quoi. Genre Jeanne d'Arc transmasque, ça, moi je l'attendais pas nécessairement. Et pourtant, au-delà du symbole communautaire, ça vient aussi faire la lumière justement sur des dynamiques sociales, des dynamiques culturelles concrètes qui avaient lieu dès le Moyen-Âge. Et je trouve que c'est toujours pratique, notamment quand on a des débats sur la validité de la transidentité. On les connaît, les arguments qui viennent vraiment replacer les personnes trans dans une espèce de mode ou dans une espèce d'épidémie transitoire, alors qu'au bout du compte, on a une histoire qui est non seulement transnationale, mais qui est aussi intemporelle et qui une histoire intemporelle, non, ça c'est vrai, ça n'a aucun sens. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il traverse justement les âges, qui n'est pas juste circonscrite à la modernité, à la postmodernité, quoi. Après, le truc, c'est que se réapproprier des symboles, par exemple religieux, c'est difficile parce que en tant que queer, on n'a pas nécessairement l'appui a priori de nos co-religionnaires, quoi. On peut avoir l'appui de nos familles, mais je veux dire cet ancrage, cet appui communautaire. Il est à gagner, quoi. Et c'est un peu difficile de négocier avec ça. Donc, mais après, c'est pas pour autant que, même si on est seul tout, faut le faire, quoi. Sandra, tu voulais rajouter un truc? Non, je suis totalement d'accord. Et dans mon livre, justement, je parle de Jeanne d'Arc vite fait, en disant clairement, il faut enlever. En fait, Jeanne d'Arc, c'est quand même une victime du patriarcat, quoi. C'est une personne qui a été violée, qui a été abusée par. Enfin voilà, donc c'est clairement comme un peu Sainte Agathe de Catane. C'est la même chose. C'est des figures de saints et de saintes qu'on peut se réapproprier. Et nous, dans le groupe de prière, par exemple, en février, quand c'était la fête de Sainte Agathe, on a parlé de cette sainte en écrivant des poésies queer sur elle. C'est déjà des moyens de se réapproprier un peu la chose. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'appui de nos co-religionnaires. Mais de toute façon, on n'a pas l'appui de plein de gens. Donc, allons-y et voilà quoi. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'imagine que oui.
Vous vouliez en dire plus? Moi, je suis sculpteur et plasticienne et dessinatrice, donc j'ai été touchée par ce personnage. Quand j'étais en fac à Paris 8 à Saint-Denis, il y avait une artiste qui faisait des choses un peu comme ça, Aline Rivière, je crois qu'elle s'appelait. Et j'ai beaucoup aimé cette... on sort un peu du cadre militant en direct. J'ai beaucoup apprécié le personnage dans le film aussi plastiquement, parce qu'effectivement, je pense que dans l'art, on peut aussi dire beaucoup de choses. On m'entend pas? C'est-à-dire que sans micro, il n'y a pas les traductions. Avec ce militantisme esthétique aussi. Vous voulez parler de la notion du militantisme par l'art, qui était extrêmement exploité par le film? Bah, moi, j'ai un travail aussi de journaliste culturel et je travaille pour un média qui s'appelle Manifesto 21, qui est donc qui s'intéresse beaucoup aux scènes artistiques queer. Et c'est vrai que la question de comment militer par l'art, elle est quand même souvent posée. C'est une forme de militantisme. Moi, dans le film, ce qui m'a vraiment marqué, c'est le courage de cette personne dans le fait d'exposer son corps à un espace public vraiment plus que mortifère. Et c'est vraiment cette notion d'amener le corps et de lutter en première ligne. On voit qu'il est sur Instagram, mais il est aussi dans la rue. Enfin, c'est vraiment ça qui m'a chamboulé, c'est de réintroduire avec cette force-là un corps gênant dans l'espace public. Et qu'est-ce que ça fait? Et en vrai, je ne veux pas du tout comparer la France à la Russie, mais par contre, je pense que une personne comme la personne qui était dans le film, qui ferait ça en Italie, par exemple, je pense que elle recevrait quand même beaucoup de violences aussi. Des violences quand même similaires, je pense. Voilà. Carlotta, c'est quelque chose sur quoi tu voulais rebondir peut-être? Sicuramente è vero che siamo lontani ancora dalla situazione russa, ci arriveremo secondo me a livello di ban e propaganda anti-LGBTQ+, siamo già in una pessima zona. È assolutamente vero che il corpo sa veicolare sicuramente una serie di messaggi. Drag activism viene chiamato, che è quindi l'arte del dragging, del drag riportata poi anche nell'attivismo, la pericolosità appunto dei gesti e di riportarli in mezzo alle persone è nota e forse non solo è visibile per la prima volta all'interno di un documentario così bene quanto il mondo reale possa essere davvero crudele, perché spesso non abbiamo modo di dimostrarlo mentre sta succedendo. Mi vengono in mente tante forme d'arte che sono andate in questo senso, da una vecchissima performance di Marina Abramovic che nel 73 a Napoli lasciò un tavolo pieno di oggetti e lei con il suo corpo seminudo invitava le persone che passavano nella sala a usarli. Tra questi oggetti c'erano anche dei coltelli e una pistola con 3 proiettili. Iniziò questa performance con le persone che semplicemente la carezzavano e finì in una più totale violenza con il suo corpo sanguinante e lei costretta a uscire dalla sala. Diciamo che tutti i corpi ai margini, dalle donne a tutte le altre comunità marginalizzate, specialmente i corpi queer, la comunità e i corpi razzializzati, quando anche decidono di fare arte, spesso mettono il loro corpo all'interno di questa performance. L'immagine non è mai slegata e in questo caso abbiamo potuto benissimo vedere come questo sia avvenuto. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Merci beaucoup pour cette super table ronde. Moi, j'aurais une demande un peu par rapport à la Suisse, très concrète. Je sais du coup que vous connaissez peut-être un petit peu moins notre paysage politique, mais on a l'UDC, qui est le parti qui a le plus grand nombre
de sièges au Parlement qui est d'extrême droite, mais c'est très difficile encore, notamment dans les médias, de le nommer comme un parti d'extrême droite puisqu'il est au pouvoir depuis vraiment assez longtemps en Suisse. Il fait partie, on a des représentants au Conseil fédéral, donc l'équivalent du président en France par exemple, qui font partie de ce parti-là. Et dans les médias, c'est presque un peu tabou ou interdit de dire que l'UDC est un parti d'extrême droite, même si dans leur programme il l'est. Du coup, le fait que c'est pas nouveau en fait, qu'ils sont là au gouvernement et au Parlement depuis longtemps, ça leur donne une espèce de respectabilité qui est difficile à appréhender, notamment dans les médias. Est-ce que vous auriez des stratégies pour du coup combattre cette respectabilité, réussir à nommer l'UDC comme d'extrême droite, ou je sais pas comment réussir à faire pour que on puisse combattre un parti fasciste qui est déjà au pouvoir depuis longtemps en fait? Je pense que déjà, comme tu l'as dit tout à l'heure, il faut replacer aussi les choses dans leur histoire. Donc j'imagine que l'UDC, en fait, dans l'histoire de la construction de ce parti, à un moment donné, si on mène l'enquête, il va y avoir des accointances avec des groupuscules d'extrême droite, des groupuscules fascistes, des groupuscules suprémacistes, sans aucune ambiguïté. Parce qu'au bout du compte, les partis d'extrême droite européens, aujourd'hui, ils jouent surtout sur cette espèce d'ambiguïté qui a été, ça a été un peu la récompense, en fait, de leur campagne de diabolisation, quoi. Donc déjà, justement, les rétablir dans un continuum historique clair et sans détour, c'est déjà, je pense, un premier élément de stratégie. Et après, sinon, il y a l'analyse de discours, il y a l'analyse de tropes, il y a l'analyse de mesures politiques. C'est là qu'on arrive justement à reconstituer justement des fils. Des fils et transformer au bout du compte les signaux faibles en véritables motifs fascistes, quoi, facilement reconnaissables. Et du coup, ça consiste principalement, c'est un travail un peu d'orfèvre qui consiste à genre lier un point à l'autre, quoi. Je sais pas si ça répond à la question. Carlotta, est-ce que tu aurais des éléments pour compléter ces recommandations? Beh, in Italia non si vogliono sentir chiamare fascisti, anche se hanno il busto di Mussolini in casa. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha il busto di Mussolini in casa. Fanno il saluto romano agli eventi, eppure non vogliono essere chiamati fascisti. Quindi io per esempio li chiamo, quando magari devo scrivere un articolo, li prendo in giro su loro stessi, li chiamo un partito di destra-destra. Più a destra di così non c'è niente. Quindi diventa anche spesso mortificante, ma può diventare utile far capire quanto sia ormai una questione di mera vergogna non scoprirsi e non essere chiamati fascisti o ultradestra. Il modo per poter analizzare e cercare di riportare reale questa cosa è sicuramente l'analisi dei discorsi, ma anche cercare gli spazi in cui questi discorsi possono essere poi smontati e analizzati. Ci vorrebbe una stampa, non so in Svizzera come siete messi, una stampa che sia in grado di trovare i famosi scheletri nell'armadio, perché tanto i fascisti ce li hanno sempre. C'est toujours amusant en plus de voir à travers les pays comme les gens de droite veulent toujours avoir l'air de gauche, alors que personne de gauche n'essaiera jamais d'avoir l'air de droite. Et comme les gens ni de droite ni de gauche sont toujours de droite, hein, notamment en France. On va avoir, avant de se mettre à faire du stand-up, on va avoir le temps pour une toute dernière question. On espère qu'elle sera bonne. J'ai l'impression que la rhétorique de droite, elle est simple. On a parlé de... Elle joue sur les passions, elle est émotionnelle. Et là, à gauche, on a plus de théories, de mots compliqués. Et c'est pas forcément accessible à tout le monde. Pour les personnes simplement neurodivergentes ou qui n'ont pas grandi dans des familles aisées, dans des familles éduquées. C'est pas forcément accessible de lire tous ces livres,
d'entendre, de comprendre tous ces discours. Et au final, comment on fait pour rendre la gauche plus accessible à toutes ces personnes-là? Parce que les personnes qui votent droite, extrême droite, peut-être, bon, c'est facile de les traiter d'idiots, mais peut-être n'ont pas cette réflexion-là et cette compréhension de tous ces enjeux. Constanza, comment on peut envisager un progressisme mainstream? En fait, cette question est excellente parce que c'est la question de comment combattre le populisme. Et le populisme est vraiment ce qui caractérise l'extrême droite moderne. Et d'ailleurs, Christiane Taubira, qui est donc une figure de gauche française, avait dit il y a déjà quelques années, la gauche a perdu la bataille des mots. Moi, sur ça, j'ai j'ai 2 idées qui sont assez arrêtées. La première, c'est que là, justement, on est dans un espace où on parle de démocratie et de droits humains, et on n'a pas évoqué la question du journalisme et des médias, enfin très peu. Pour moi, il faut créer des médias, il faut soutenir les médias queer, il faut vraiment mettre de l'argent là-dedans, et arrêter de dire non, mais je suis queer, mais je travaille pour les médias mainstream. Non, en fait, il nous faut de l'aide dans les médias queer. On a besoin de personnes qui viennent aider un certain journalisme. Parce que ce journalisme-là, souvent, il s'adresse aussi à des personnes différentes qui ne sont pas Bac plus 20. Après, je pense que, l'autre chose que je voudrais dire, c'est que pour moi, on ne va pas combattre, par exemple, Matteo Salvini, qui est quelqu'un qui fait toujours des phrases en 3 temps. Donc, il dit une atrocité, après, il essaie de la prouver, après, il donne une solution radicale. En gros, pour combattre un mec qui parle comme ça, style tonton facho du dimanche, parce que, en fait, le niveau, c'est ça. Il faut envoyer des punchliners, il faut envoyer des gens, je pense aux militants Abbey Beach en France, militant décolonial, par exemple, c'est quelqu'un qui a une rhétorique qui est ultra efficace, ultra punchline. Voilà, c'est... Des fois, peut-être que c'est en envoyant des figures qui n'ont pas cette volonté très science-piste de montrer, peut-être que des fois, il faut juste envoyer des punchliners. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, en Italie, ce qui manque, par exemple, à Elly Schlein, qui est la présidente du Parti démocratique, donc de la gauche, c'est un peu cette énergie de match de boxe. Si j'imagine un match entre Meloni et Elly Schlein, je me dis, vas-y, fonce. Il y a une rhétorique un peu plus drôle, en fait, comme en fait je rejoins Farah sur ce constat. Il faut de l'humour, il faut du panache, en fait, parce que voilà, c'est aussi ça qui va séduire et qui va permettre de rendre plus accessible des trucs, je pense. Carlotta, comment on garde justement cette énergie pour rester... Parce qu'il y a ça aussi, beaucoup on le voit sur les plateaux, on a l'impression parfois que la gauche, c'est très intellectuel d'être de gauche, et c'est presque chiant parce que ça demande un effort moral constant et machin, alors que quand... là c'est des références françaises, mais quand Jean-Marie Bigard arrive sur un plateau et dit des énormités graveleuses, c'est facile à comprendre et c'est presque rigolo et attachant comme la figure de l'oncle machin, alors qu'en fait c'est hyper misogyne. Désolée, j'ai fait une digression franco-française, Carlotta. Comment on garde l'énergie ? In Italia non lo sappiamo fare, in Italia con la sinistra siamo nella merda, se mi permettete il francesismo. Il Partito Democratico, a parte una serie di idee che sono tutt'altro che di sinistra, ha anche dei grandi problemi a livello di comunicabilità. Si rivolge sempre a un elettorato molto borghese, molto acculturato, ai salotti bene, che quindi ha perso completamente il contatto con quello che dovrebbe avere una sinistra in un qualsiasi paese, ovvero lavoratori e lavoratrici, persone di seconda generazione. Non c'è più un discorso collettivo, non c'è più un discorso di sinistra. Un grande regista, Nanni Moretti, chiedeva ad D'Alema anni fa: ti prego di qualcosa di sinistra, perché non lo sappiamo più fare. Ci sarebbe bisogno di un ricambio generazionale all'interno dei partiti politici italiani, a sinistra specialmente, oppure anche, a mio avviso, di chiudere completamente il Partito Democratico e ripartire dalle ceneri creando qualcosa di nuovo. Ci sono delle entità più piccole, mi vengono in mente Potere al Popolo, che possono essere sicuramente più giovani e soprattutto
meno anacronistiche. La sinistra in Italia è anacronistica e purtroppo abbiamo ancora questo grande problema. Per tenere il dibattito alto l'unica sarebbe secondo me un ricambio di poltrone, ma che davvero sia efficace, non andare a trovare la meno peggio tra le persone che sono già nelle file del partito da 20 anni. Bon, Farah, alors, avec tout ce qu'on a en France dans le champ politique, comment est-ce qu'on fait et comment est-ce qu'on les fait réagir pour essayer effectivement de lutter contre la facilité du discours d'extrême droite, qui effectivement, on le voit, séduit énormément la jeunesse par sa facilité, tout simplement. Par sa facilité aussi parce que l'extrême droite et les fascistes ont vraiment la possibilité au bout du compte de nous avoir à l'usure. Ils ont la possibilité d'investir le front médiatique, le front idéologique, le front intellectuel, le front culturel. Et quand je dis front culturel, c'est vraiment du coup au niveau des interactions un peu du quotidien, quoi. C'est pour ça que par exemple le Rassemblement national en France, c'est un peu vu comme le parti des braves petites gens qui se contentent juste d'aller travailler sans jamais demander rien d'autre, alors qu'en vrai non, enfin c'est des énormes bourgeois qui dirigent le Rassemblement national et leur programme est genre super bourgeois. Enfin, il n'y a vraiment rien de... Il n'y a pas un semblant de socialisme là-dedans, il y a rien de ce côté-là. Il a été écrit au manoir de Montretout, pourtant c'est quand même pas... Bah voilà le manoir de Montretout, ça y est. Et du coup, en fait, comme ils investissent tous les fronts et qu'ils ont la capacité en plus de se maintenir sur le temps, bah en fait, même si à un moment T, vous n'êtes pas d'extrême droite et même vous êtes férocement contre l'extrême droite, je sais pas, il va vous arriver un truc dans votre vie va être profondément bouleversée, vos repères vont se dissoudre et en fait, il va vous rester quoi en fait? Bah, Pascal Praud à la télé qui vous répète que le problème c'est les immigrés et les trans et littéralement tout ce qui peut constituer de près ou de loin une déviance, quoi. Donc c'est clair que nous, à côté, ce qu'on doit faire, pour diviser le travail, moi je me dis qu'il faut à la fois prendre en charge le réel et dépasser le réel. Et je trouve que pendant cette table ronde, on a justement brassé quelques pistes justement à la fois pour prendre en charge le réel et pour le dépasser. Le dépasser, c'est justement à travers l'art, à travers la spiritualité, à travers juste... Ouais, genre réussir à créer au-delà de ce qui apparaît comme étant des espèces de fatalisme froid, quoi. Et prendre le réel, c'est les questions, c'est les organisations collectives autour du support communautaire, de l'autosupport, c'est le plaidoyer, c'est... Quoi d'autre ? C'est la production de savoir, c'est la production, c'est le taf de traduction aussi, parce que justement tout à l'heure on parlait du fait qu'il y avait beaucoup de registres académiques par exemple qu'on comprenait pas trop et qui pourtant étaient un peu considérés comme des incontournables, en mode t'es vraiment pas queer et t'as zéro conscience politique si tu maîtrises pas ça, alors qu'en fait ce qu'il faut c'est justement des personnes qui viennent faire le taf de traduction, qui viennent faire le taf d'interprétation et qui au bout du compte rétablissent ce petit truc merveilleux dans l'espace social qu'on appelle la médiation, quoi. Donc voilà, c'est un gros programme. Moi aussi, ça m'épuise, rien que d'y penser. Mais on n'a pas le choix, les amis. On n'a pas le choix, les besties. Donc, hop. Merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui ont assisté à cette discussion. Merci brillantes personnes qui étaient autour de cette table. Farah, Costanza et Carlotta, merci. Et merci à toi aussi. Grazie.